Si vous êtes habitué de la chaîne, vous m'avez déjà vu vous présenter des chasseurs monoplaces, mais aujourd'hui il est temps de s'attaquer à plus gros. Laissez-moi vous raconter l'histoire du plus célèbre bombardier allié de la Seconde Guerre mondiale. Avec son envergure de plus de 30 mètres, il a servi sur tous les théâtres d'opération pendant le conflit. Il est temps de monter à bord du Boeing B-17, plus connu sous le nom de Flying Fortress. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des nouvelles de notre contact en Angleterre. Il se prépare une opération d'envergure et d'ici quelques mois, les Anglish et les Yankees ramèneront leurs fesses ici pour nous filer un coup de main. Et je compte sur vous pour bien les accueillir. Vous parlez tous anglais, j'espère, hein? Yes. My flowers are beautiful. No, my tailor is rich. Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Heureusement, il y a Anglify, le partenaire de cette vidéo. Anglify, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'anglais qui propose une approche de l'apprentissage complètement personnalisée. Leur méthode commence par un test de niveau et de personnalité pour adapter les cours à vos besoins et à votre emploi du temps. Parce que oui, quand on bosse, c'est important. En fonction de votre niveau, de vos objectifs et de vos centres d'intérêt, vous choisissez votre coach, un enseignant diplômé, avec qui vous suivez chaque semaine des cours individuels en visio. Il propose aussi des ateliers collectifs variés comme de la cuisine, du yoga ou des débats autour de la pop culture. L'occasion d'évoquer en VO votre passion pour Band of Brothers. Fucking war. Les formations sont certifiantes et éligibles au CPF et je vous invite à aller consulter votre solde car vous en avez peut-être déjà assez pour entamer un upgrade de votre niveau d'anglais. J'ai eu l'occasion de faire une visio avec Julie, enseignante chez Anglify, pour en savoir plus sur la méthode. Je voulais surtout savoir si elle était adaptée à tous les niveaux, même les plus débutants. Et oui, c'est le cas. We can teach you English in a fun way, and you don't need to go through all the rules, all the grammar rules, as we do at school, and we have no choice, Le premier rendez-vous avec un conseiller est offert et sans engagement. L'occasion de faire sans pression le point sur votre niveau et vos objectifs. Start now and improve your English with Anglify. Follow the link in description. Merci à Anglify pour leur soutien et bonne vidéo. Je suis aujourd'hui au musée volant Salis sur l'aérodrome de Cerny-la-Ferté-Alais en compagnie de Pink Lady. Classée monument historique depuis 2012, elle est aujourd'hui l'un des rares exemplaires encore en état de vol à avoir participé à des opérations de bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, je vous parlerai plus en détail de cet avion précis en fin de vidéo, mais avant, un peu d'histoire et de contexte s'impose. Dans les années 30, l'US Army Air Corps lance un appel d'offres pour un nouveau bombardier multimoteur. Et oui, l'aviation militaire américaine s'appelait comme ça avant de devenir US Army Air Force en 1941 et US Air Force en 1947. Bref, ce nouveau bombardier lourd devait pouvoir transporter 2 fois plus de bombes que le modèle alors en activité, le bimoteur Martin B-10, et servirait par la même occasion à renforcer les forces aériennes du Panama, d'Hawaï et de l'Alaska. Selon le cahier des charges du projet, il devait être capable de transporter une charge utile d'environ 1 tonne de bombes, tout ça à une altitude de 3000 mètres et avoir une vitesse maximale d'au moins 320 km/h. Mais bon, s'il peut faire 400, c'est bien. Puis aussi, tant qu'on y est, mais c'est pas une obligation, s'il pouvait avoir une autonomie de 3200 km, ça serait bien, mais s'il peut faire la moitié, c'est pas si mal non plus. Pour résumer ce brief, on pourrait dire sortez-nous ce que vous pouvez faire de mieux, ça ira plus vite. Ah oui, et puis vous avez 1 an pour rendre votre copie, vous serez gentil. À ce moment-là, on est en août 1934 et chez Boeing, on se met tout de suite au boulot. Le projet, qui s'appelle pas encore B-17 mais modèle 299, est lancé seulement 8 jours après la réception de l'appel d'offres. Après tout, ils ont de l'expérience en la matière. Ils avaient récemment développé l'avion de ligne civile 247 et ils travaillent déjà sur le bombardier expérimental 294 qu'on connaîtra plus tard sous le nom de XB-15. Et comme il y a quand même un gros chèque à la clé, vous vous doutez bien qu'ils sont pas tout seuls sur le coup. 2 autres constructeurs répondent aussi à l'appel et le lieu de la baston, enfin du concours pour voir lequel des prototypes est le meilleur et aura l'honneur d'être choisi par l'armée, sera l'aérodrome Wright-Patterson dans les environs de Dayton dans l'Ohio. Le bombardier de Boeing se retrouvera face au Martin modèle 146 et au Douglas B-18 Bolo, dont le prototype est à ce moment-là nommé DB1 parce que voilà, Bolo c'est quand même un peu drôle, mais je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le plat italien. Le modèle 299 a été conçu par une équipe d'ingénieurs de chez Boeing dirigée par Edward Gifford Emery et Edward Curtis Wells. Et la bande des 2 Edwards lésinera pas sur les moyens, croyez-moi. Il est armé de 5 mitrailleuses de calibre 30, 7,62 mm et pouvait transporter environ 2200 kg de bombes dans la soute derrière le cockpit. Quand on sait que le cahier des charges demandait 1 tonne de charge utile, les mecs ont eu la main lourde.
C'est le 28 juillet 1935 que le prototype effectue son premier vol, avec aux commandes le pilote d'essai en chef de chez Boeing, Leslie Tower. Et ça y est, l'avion est prêt pour le concours qui se déroulera en août 1935. Et pour bien montrer qu'il est le meilleur avec ses 4 moteurs Pratt & Whitney R1690 Hornet et qui peut largement faire les 3200 km, il fera en 9 heures le vol de Seattle dans l'État de Washington jusqu'à l'aérodrome dans l'Ohio. Ça fait 3701 km de distance et tout ça à une vitesse moyenne d'environ 370 km/h avec des pointes à plus de 400. Selon un article publié dans le New York Times le 21 août 1935, ce vol détenait le record du monde de vitesse pour un vol sans escale. Ça fait un peu show-off, mais j'avoue que ça en jette de claquer un petit record en chemin avant de se mesurer à la concurrence. Et quand on se pose 2 secondes à regarder ce record avec nos yeux du 21e siècle, c'est quand même impressionnant de réaliser cette prouesse en 1935. Aujourd'hui, le même trajet avec un avion de ligne moderne prendrait environ 5 heures. Elle est quand même très forte, cette Flying Fortress. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle comme ça ? La veille de son premier vol en juillet 1935, le journaliste du Seattle Times, Richard Williams, est très impressionné par le nombre de mitrailleuses qui équipent l'appareil. Il le qualifie alors dans son article de forteresse volante de 15 tonnes. On parle bien du prototype là, celui qui avait que 5 mitrailleuses. J'ose pas imaginer la réaction du gars face aux modèles plus tardifs comme le B-17G embarquant parfois jusqu'à 13 mitrailleuses. Chez Boeing, ils ont tellement adoré le surnom qu'ils l'ont déposé. Et ces tests, le concours face aux 2 autres bombardiers sur cet aérodrome dans l'Ohio, on suppose que c'est le B-17 qui a gagné. Alors en fait, oui et non. Si lors des premiers tests du mois d'août, il avait évincé la concurrence, le 30 octobre 1935, tout ne se passe pas aussi bien. L'armée était déjà convaincue par Boeing et prête à passer commande. Mais vous vous doutez bien qu'avant de s'engager sur ce genre de projet, on vérifie plein de choses. Lors d'un des derniers tests, celui qui devait permettre de définir le taux de montée et le plafond de service se trouve à bord le Major Ployer Peter Hill, chef de la division du matériel de l'aérodrome Wright, le lieutenant Donald Putt en tant que copilote, l'ingénieur John Cutting, le mécanicien Mark Kugler et Leslie Tower, le pilote d'essai du constructeur, présent à titre consultatif. Peu après le décollage, à 90 mètres d'altitude, l'avion décroche, vire à 180 degrés et s'écrase sur l'aile gauche prenant feu. Le crash fera 2 victimes. Le Major Hill qui décédera quelques heures plus tard de ses blessures et Leslie Tower qui lui mourra quelques semaines plus tard à l'âge de 32 ans, lui aussi des suites de ses blessures. Les autres membres de l'équipage ont survécu. À la suite de cet accident, une enquête menée par un comité d'officiers permet de confirmer que l'équipage avait oublié de désengager le système de blocage des gouvernes. Système qui permet en temps normal d'éviter que le vent ne les fasse battre lorsqu'il est stationné. Cet accident marque aussi la mise en place d'une procédure nouvelle pour l'aviation américaine. La création des listes de contrôle pour le décollage, le vol et l'atterrissage. Ces listes sont par la suite devenues la norme pour améliorer la sécurité des opérations aériennes dans l'aviation en général, civile ou militaire. Alors même si le B-17 avait remporté haut la main le concours, avec cet accident, Boeing se retrouve dans une fâcheuse posture. L'état-major du ministère de la Guerre se montre un peu frileux et annule sa commande de 65 appareils au profit de Douglas et son bimoteur B-18 qui en plus est moins cher à produire. Il décrète aussi que de toute façon l'armée n'achèterait pas de quadrimoteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, et c'est mon avis personnel, ça donne l'impression que là-haut, ils avaient besoin d'un prétexte pour larguer Boeing. Tu comprends, c'est pas toi, c'est moi. Ça n'en reste pas moins une déception pour les dirigeants de l'Air Corps, qui étaient impressionnés par les capacités de l'avion de Boeing. Mais alors, comment ça se fait que le Flying Fortress soit quand même devenu l'un des avions les plus connus de la Seconde Guerre mondiale ? Ça n'a pas pu se finir comme ça. Bien sûr que non, et je vous explique ça. Et attention, on n'est pas loin de jouer la métaphore des feux de l'amour. Suite au crash, Boeing sort de la compétition et le contrat principal est attribué à Douglas et son bolo. Mais le budget alloué pour des prototypes de service n'est pas encore entièrement engagé. En clair, il reste de la thune. Et quand l'Air Corps l'apprend, alors qu'ils essuient encore leurs larmes du fait d'avoir perdu le B-17, ils décident d'utiliser une clause de dotation pour test à échelle limitée, afin de pouvoir commander 13 exemplaires de pré-série du B-17 sous le nom de YB-17 en 1936. En théorie, c'est pas une commande de production, mais une commande d'évaluation étendue. Et c'est ça la subtilité qui la rendait légalement distincte de la compétition perdue par Boeing. Ce tour de passe-passe a permis à l'Air Corps de sauver sa romance avec le B-17 sans vraiment tromper Douglas. Le YB-17 de la commande comportait des modifications importantes par rapport au prototype. Notamment au niveau des moteurs, les Pratt & Whitney ont été remplacés par des Wright R1820 Cyclone plus puissants. 12 de ces appareils sont livrés au 2nd Bombardment Group de Langley Field en Virginie pour des essais en vol.
Et mine de rien, même si vous avez pu constater que ça n'a pas été facile, ce gros bombardier il se fait doucement mais sûrement sa place dans l'armée de l'air américaine. Le 12 mai 1938, il s'illustrera lors d'un coup de communication de génie mené par l'Air Corps. 3 B-17 mènent l'opération d'interception du paquebot civil italien Rex au large de New York. Enfin, quand je dis au large, c'est très au large, à quelque chose comme 1300 km des côtes américaines. Présenté comme un exercice d'entraînement de la défense côtière des États-Unis, cet exploit militaire était plutôt une démonstration des capacités des bombardiers lourds comme instrument de puissance à long rayon d'action. Après 4 heures de vol, les B-17 interceptent le paquebot et le survolent plusieurs fois pour prendre des photos et des films qui seront largement diffusés dans la presse de l'époque. Et c'est une très bonne publicité pour le bombardier de Boeing. C'était d'ailleurs le but principal de l'opération, parce que voilà, on est en 38 et ce paquebot civil, tout italien qu'il soit, faisait juste une liaison transatlantique comme les autres. Pendant que l'Air Corps tente d'imposer son nouveau joujou aux yeux du public et des décideurs, Boeing ne se contente pas d'attendre. Le constructeur continue de travailler sur son avion et lui apporte encore des améliorations. Il compte bien ne pas se laisser abattre par les conséquences de l'accident du prototype et travaille d'arrache-pied pour en faire le meilleur des bombardiers. Côté lobbying, c'est le major général Frank M. Andrews, commandant du quartier général de l'armée de l'air à Langley, qui essaye de pousser un peu plus les dirigeants de l'armée à acheter plus de B-17 à la place des bolos. Mais l'armée fait la sourde oreille et les commandes chez Douglas continuent. Jusqu'au jour où... Lorsque la guerre éclate en 1939, il s'avère que le B-18 Bolo n'est pas adapté au combat. Charge utile trop faible, rayon d'action trop court, vitesse insuffisante, c'est pas pour rien que le B-17 avait gagné le concours. Les 350 exemplaires de Bolo achetés par l'armée se retrouvent donc relégués à l'entraînement des navigateurs et aux patrouilles côtières. Et alors que la guerre commence en Europe, l'administration du président Roosevelt commence à se rendre compte que des bombardiers à long rayon d'action seraient un très bon moyen de dissuasion contre une éventuelle attaque envers les États-Unis. Mais en 1940, les États-Unis ne disposent que de 49 exemplaires du B-17. Le secrétaire à la guerre, Henry Lewis Stimson, rapporte dans son journal la réaction du président à l'annonce de cette nouvelle. La tête du président se retourna comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. C'était pas Stimson qui était opposé à l'achat des quadrimoteurs, c'était son prédécesseur, Harry Heinz Woodring, qui s'est d'ailleurs fait virer de son poste suite à des désaccords politiques, rien à voir avec les avions. Bref, quoi qu'il en soit, avec ces intrigues militaro-politico-financières, ils en voulaient pas, mais maintenant ils veulent des B-17. Et ça tombe bien parce que grâce aux améliorations apportées à l'appareil, Boeing peut désormais fournir des versions prêtes à la production bien meilleures que ce qui était prévu au départ. La production se met en marche et lors de l'attaque de Pearl Harbor, un an plus tard, le 7 décembre 1941, l'armée en possède alors environ 200 exemplaires. Bah oui, ça va pas si vite de construire un avion aussi gros. Dans une réalité alternative où le prototype ne se serait pas écrasé, l'armée aurait sans doute acheté beaucoup plus de B-17, mais bon, on refait pas l'histoire. Et en parlant de construction, le B-17 détient le record du taux de production le plus élevé pour un avion de cette taille. Lorsqu'il a cessé d'être fabriqué en 1945, c'est 12 731 exemplaires de la forteresse volante, toutes variantes confondues, qui avaient été construites non seulement par Boeing, mais aussi sous licence par Douglas, ça va, ils sont pas au chômage, et Vega, filiale de Lockheed. En 1944, l'armée américaine possède enfin le nombre nécessaire de forteresses volantes pour avoir un impact décisif sur la campagne de bombardement de l'Allemagne nazie. C'était moins une, il s'en est fallu de peu pour que l'une des armes les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale ne soit pas au rendez-vous de l'histoire. Déjà dans les premiers communiqués de presse, Boeing disait que son modèle 299 serait encore capable de voler si l'un de ses 4 moteurs tombait en panne. Je pense qu'ils étaient loin de s'imaginer dans quel état un B-17 pouvait continuer à voler. Et c'est le moment de vous raconter 2 histoires incroyables. Commençons par celle du bombardier All-American 3, telle qu'elle a été racontée par Ralph Burbridge, qui faisait partie de l'équipage. Le 1er février 1943, le 414e Squadron décolle de sa base près de Biskra en Algérie, avec comme objectif le bombardement des ports de Bizerte et de Tunis. À l'approche du premier objectif, les Messerschmitt de la chasse allemande viennent à la rencontre de la formation américaine et la Flak ne tarde pas à rejoindre la partie. Après avoir largué leurs bombes, la dizaine de B-17 qui composent l'escadron font demi-tour et les chasseurs ennemis se lancent à leur poursuite.
Même si l'objectif est maintenant loin derrière, les Messerschmitt semblent ne pas vouloir lâcher prise et continuent le harcèlement de la formation. 2 Bf-109 arrivent au loin sur la droite. Le premier se dirige directement vers le nez de l'avion de tête et l'autre vers le All-American. Pendant que Burbridge visait celui qui venait vers eux avec la mitrailleuse avant, Harry Nussel, le navigateur, tentait de descendre l'autre chasseur avec la mitrailleuse avant droite. Si le premier chasseur est abattu, donnant du répit au lead bomber, le deuxième continue sa course vers le All-American. Lorsqu'il arrive à environ 250 mètres, le pilote allemand vire en piquant comme pour s'éloigner de sa cible après son attaque. Mais ce qui est le plus probable, c'est qu'un des tirs ait tué le pilote ou endommagé son appareil parce qu'il ne réussit pas à terminer sa manœuvre de virage pour passer sous le bombardier. Burbridge nous dit se rappeler du bruit terrible de l'avion allemand qui frôle presque le B-17 et de l'énorme choc qui s'ensuit. Le pilote, Kendrick Bragg, informe rapidement l'équipage de la présence d'un trou à l'arrière et sur le côté de l'avion. Rien de bien grave, je vous rassure, l'avion allemand avait juste entaillé de part en part la moitié de la partie arrière de l'avion. L'autre côté et la dérive semblaient pouvoir se détacher à tout moment. Les 10 hommes à bord enfilent leur parachute et s'apprêtent à sauter au cas où le restant de la queue déciderait de se faire la malle. Le livre The B-17 Flying Fortress par Steve Birdsall et Roger Freeman cite un témoignage du pilote où il raconte comment le mitrailleur arrière a réussi à revenir vers l'avant de l'avion. Lorsque j'ouvris la porte du compartiment radio et regardai dans le fuselage, je fus stupéfait. Une masse de métal déchiré me sauta aux yeux. Des fils pendaient et des feuilles de métal claquaient dans l'air, entrant par les déchirures du fuselage. Les 3/4 de l'avion avaient été cisaillés par l'avion ennemi et une large section d'ailes d'ME-109 s'était fichée dans la queue de notre avion. La queue ne tenait que par quelques minces longerons et une étroite bande métallique. Rampant le long de cette bande étroite, le sergent Sam Sarpolus, le mitrailleur arrière, ramenait avec lui son parachute et 4 écouvillons. Lorsque les autres équipages de l'escadron remarquent que le All-American vole toujours, déjà j'ose pas imaginer la tête qu'ils ont tirée, mais ensuite ils se mettent rapidement en formation autour de lui pour l'escorter en dehors du territoire ennemi. La formation est alors protégée par des chasseurs alliés venus en renfort pour le retour. Le trajet de retour semble durer une éternité pour l'équipage miraculé dont aucun membre n'a été blessé. On ne saura jamais trop avec quelle sorcellerie, si ce n'est l'ingénierie formidable de Boeing, mais le pilote réussit à ramener l'avion à la base de Biskra. Cette histoire a inspiré le logo du 414e Bombardment Squadron et la photo du All-American en vol, prise par le lieutenant Charles Cliff Cutford, membre de l'équipage du B-17 Flying Flint Gun, est devenue l'une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Burbridge raconte que sans cette image, ils n'auraient jamais réussi à faire croire à qui que ce soit qu'ils avaient volé avec un demi-stabilisateur horizontal et un gouvernail bancal. Je suis très contente d'avoir trouvé cette interview de Ralph Burbridge parce que bien que cette histoire soit très connue, il en circule beaucoup de fausses versions. Certains racontent que le bombardier serait retourné en Angleterre après avoir été endommagé, volant à seulement quelques mètres au-dessus de la Manche. Alors, même si on est d'accord que le B-17 a un très grand rayon d'action, là c'est quand même impossible. Aller en Afrique du Nord, bombarder les Allemands, se faire arracher une partie de l'avion et revenir en Angleterre, tout ça en passant au-dessus de la France occupée à basse altitude. Il se serait juste fait abattre par la flak, puis c'est tout. Mais voilà, vous avez maintenant la vraie version, relatée par un membre de l'équipage de l'avion en question, et c'est quand même une histoire assez extraordinaire, surtout quand on sait que l'équipage au complet est revenu indemne de la mission. Les versions erronées de cette histoire sont très certainement liées à une confusion avec une autre histoire du même genre, celle du B-17 Ye Old Pub. Mais celle-ci tient non seulement à la robustesse de l'appareil, mais aussi au sens de l'honneur d'un pilote allemand. Le 20 décembre 1943, le bombardier piloté par le second lieutenant Charlie Brown décolle de la base de Kimbolton en Angleterre. Sa mission est simple, bombarder les usines qui fabriquent les Focke-Wulf FW-190 à Brême en Allemagne. Ce modèle performant de chasseur allemand est une vraie épine dans le pied des forces alliées, alors autant s'en occuper à la source. Cette mission de bombardement fait partie d'une opération plus large encore menée par la 8e Air Force américaine, plus connue sous le nom de Mighty 8. Cette mission implique ce jour-là plus de 500 bombardiers pour des objectifs militaires et industriels stratégiques. La zone à attaquer ce jour-là est très dangereuse, défendue par des centaines de chasseurs allemands et au moins 250 canons anti-aériens. Avant même qu'ils ne puissent larguer ces bombes, le Ye Old Pub est déjà la cible de la flak. Le nez en plexiglas de l'avion est brisé, l'un de ses moteurs est détruit et un autre est endommagé.
C'est ensuite au tour des chasseurs allemands Messerschmitt Bf-109 et Focke-Wulf FW-190 de s'attaquer à l'appareil américain déjà bien ralenti. Bon, ils volent toujours, hein. Comme ils disaient dans leur communiqué de presse, c'est pas un moteur en panne, enfin là c'est 2 plus un troisième encore endommagé. L'avion ne possède plus que 40% de sa puissance, ça va être difficile d'accomplir la mission ou même de juste rentrer à la base dans ces conditions. Call the ball. Touching down. Ah oui, et puis les systèmes d'oxygène électrique et hydraulique sont pas au meilleur de leur forme, la moitié de la gouverne de direction et la gouverne de profondeur gauche sont mortes, niveau mitrailleuse c'est pas mieux parce que sur les 11 disponibles, il y en a que 3 qui sont pas enrayées parce qu'à 8300 mètres d'altitude il fait moins 40 degrés. Matériellement c'est pas la joie et au niveau de l'équipage c'est pas beaucoup mieux non plus. Le mitrailleur de queue a été tué, le mitrailleur latéral droit est blessé à la jambe, l'opérateur radio est blessé à l'œil et Charlie Brown, le pilote, est blessé à l'épaule. Heureusement, il reste encore du monde de valides pour s'occuper des blessés, mais ça rend pas la situation moins critique pour autant. C'est à ce moment de l'histoire qu'entre en scène Franz Stigler, as de la Luftwaffe, avec 22 victoires à son actif. Ce serait l'occasion pour lui de s'en rajouter une nouvelle, et plutôt facile vu l'état de l'adversaire, comme ça il pourra recevoir une nouvelle médaille. Mais pas du tout. À bord de son Messerschmitt, il rattrape le B-17 et lorsqu'il arrive à proximité, il ne peut constater que l'étendue des dégâts sur l'appareil ennemi. À travers les trous dans la structure, il peut voir les Américains s'occuper de leurs blessés à l'intérieur du bombardier. Franz Stigler se rappelle alors des paroles prononcées par son supérieur du Jagdgeschwader 27 Gustav Rödel. « Si jamais je vous vois ou j'entends dire que vous avez abattu un homme en parachute, je vous abattrai moi-même. » Il racontera après la guerre que dans cette situation, vu l'état de l'avion, c'était comme s'ils étaient tous sous un parachute. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré. Stigler essaye par des signes de faire comprendre à Brown, le pilote du B-17, qu'il devrait se diriger vers la Suède, territoire neutre où il serait soigné. Mais malheureusement, Brown ne comprend rien à ce que lui veut ce pilote allemand qui lui fait des grands gestes incompréhensibles. Truc bizarre en plus, il semble l'escorter pour le protéger des tirs de la flak. Le pilote américain ordonne à son mitrailleur dans la tourelle dorsale de garder l'allemand en joue, parce qu'on sait jamais. Mais aussi de pas tirer aussi parce qu'on sait jamais. Stigler escortera le B-17 jusqu'à la sortie de l'espace aérien allemand, puis après avoir salué le pilote américain, retourne à sa base. Ce qu'il restait du Ye Old Pub parviendra à se poser sur la base de Seating, au sud-est de Norwich en Angleterre. Quand Brown raconte son histoire à son arrivée, ses supérieurs lui donnent l'ordre de ne pas en parler au reste de l'unité, pour ne pas générer de sentiment de compassion envers les pilotes ennemis. Selon ses propres mots, quelqu'un avait décidé qu'on ne pouvait pas être humain et piloter un avion allemand. Stigler, de son côté, a également gardé cette histoire pour lui, et dans son cas, on imagine très facilement pourquoi. Le refus d'abattre un ennemi aurait pu le conduire à la cour martiale et à la condamnation à la peine capitale. Cette histoire sera donc gardée secrète pendant plus de 40 ans, jusqu'en 1986. Brown, désormais colonel à la retraite, est présent lors d'un rassemblement militaire où on lui demande s'il a un souvenir mémorable de la Seconde Guerre mondiale à raconter. Il raconte alors l'histoire de sa mission aux commandes du Ye Old Pub et sa survie qu'il doit à ce pilote allemand inconnu. Il se met alors en tête de retrouver ce pilote car mieux vaut tard que jamais. Après 4 ans de recherche infructueuse dans les archives américaines et allemandes, Brown lance un appel dans la revue de l'association des anciens pilotes de la 8e Air Force. Il donne la date, le lieu et les détails précis de son histoire, espérant qu'avec cette bouteille à la mer, quelqu'un pourra l'aider et retrouver ce pilote s'il est encore en vie. Quelque temps après, il reçoit un courrier d'un certain Franz Stigler, homme d'affaires allemand qui vivait au Canada. Cette lettre commence par la phrase suivante : « Je suis celui que vous cherchez ». À la suite d'une conversation téléphonique où les deux hommes se racontent leur version de l'histoire, il est évident qu'il s'agit bien du pilote allemand qui avait épargné puis escorté le B-17. Franz Stigler dira qu'il n'a jamais vu quelque chose qui avait pris autant de balles encore volées. Ayant peur d'être considéré comme un traître ou un lâche, il avait gardé cette histoire pour lui toutes ces années. Charlie Brown et Franz Stigler se lient alors d'amitié et partagent leur histoire dans des conférences, des rencontres d'anciens combattants ou des écoles. Ils resteront proches jusqu'à leur décès à seulement quelques mois d'intervalle en 2008. Selon les mots de Brown, Stigler n'était pas seulement le pilote ennemi qu'il avait épargné. Après leur rencontre, il est devenu le frère qu'il n'avait jamais eu. Et maintenant, vous le voyez depuis le début de cette vidéo, il est temps de vous parler de Pink Lady pour lequel j'ai fait le déplacement jusqu'ici. Ce B-17 est un modèle G, la version la plus aboutie du bombardier de Boeing, mais aussi la plus produite lors du conflit, avec plus de 8600 exemplaires sortis d'usine.
Cet appareil-là précisément a été construit dans l'usine Lockheed Vega à Burbank en Californie dans les dernières semaines de l'année 1944. Il est équipé de moteurs Wright R1820-97 équipés de turbocompresseurs d'une puissance de 1200 chevaux chacun. Contrairement au B-17 standard, celui-ci avait été équipé d'un radar AN/APS-15, appelé également H2X à la place de la tourelle boule située sur le ventre de l'appareil. La modification a été effectuée au centre de modification United Airlines à Cheyenne dans le Wyoming en janvier 1945. Ces avions-là, on les appelle des Pathfinder, marqueurs de cible. Souvent également avions de tête, ils indiquent aux autres appareils où est-ce que les bombes doivent être larguées. Ce type de radar servait à obtenir une image du sol très utile dans les opérations de bombardement de nuit ou par mauvais temps, ce qui en Europe, principalement en hiver, faisait partie des obstacles principaux au succès des missions. Ce radar était surnommé radar Mickey par les équipages à cause de la forme du radome et les gars qui les opéraient étaient appelés des opérateurs de Mickey. Malgré mes recherches, j'ai pas réussi à trouver de photos de face de ce radar, donc pour moi ça ressemble pas à Mickey la souris, parce que c'est bien de lui qu'on parle ici. Et en fait apparemment c'est à l'intérieur. Mais bon, comme vous pouvez le voir sur le Pink Lady, ce radar n'est plus présent. La tourelle ventrale a été remise en place lors d'une restauration ultérieure et d'ailleurs la tourelle de menton, dite chin turret, a été retirée de l'appareil car il y en avait une à l'origine, comme on peut le voir sur cette illustration. Bref, en mars 1945, l'appareil est envoyé à la base RAF de Polbrook en Angleterre et assigné au 351e Bomb Group dans le 511e Bombardment Squadron de l'US Air Force, appelé les Ball Boys. Il effectuera 6 missions au-dessus de l'Allemagne jusqu'à ce que l'escadron cesse les opérations sur le théâtre européen le 20 avril 1945. D'ailleurs, cette mission était aussi la dernière mission de bombardement de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Les soldats de l'escadron rentrent aux USA en mai 1945, accompagnés de certains avions, mais pas tous. Le 44 88 46, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle à l'époque, restera en Angleterre. Il sera affecté au 305e Bomb Group, basé à Chevelstone à partir de juin 1945. Et c'est là que commence une nouvelle carrière pour lui. Maintenant devenu vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il se prend de passion pour la photo. C'est pas une blague, l'appareil effectuera des missions photographiques au-dessus de l'Europe et de l'Afrique du Nord. En été 1946, les activités du 305e Bomb Group diminueront progressivement et le groupe sera démantelé à la fin de l'année. La plupart des appareils rentrent aux USA, mais le 846 toujours pas. Pour lui, c'est direction l'Allemagne et le 10e Reconnaissance Group. Entre cette période et 1953, il s'est fait pas mal balader entre plusieurs régiments, parfois pour des périodes très courtes. Il servait toujours à de la reconnaissance et à de la photographie. Après tout ça, maintenant qu'il est un peu vieux, il a été enfin décidé, 7 ans après la fin de la guerre, que le 846 pouvait rentrer aux États-Unis et ainsi revoir son homeland. Il se reposera pendant 17 mois à la base de Hill dans l'Utah et le 31 août 1954, il est transféré en Pennsylvanie et arrêtera définitivement ses activités militaires. Alors, direction la casse ? Bah non. Au lieu de prendre sa retraite en Floride comme tous les vieux Américains, il revient en Europe, là où il s'est battu. C'est en décembre 1954 qu'il arrive en France quand il est racheté par l'Institut géographique national et sera basé à Creil au nord de Paris. Entre 1947 et 1955, l'IGN achètera 14 B-17 pour ses relevés. On l'équipe de compas polaires, senseurs à infrarouge, équipement de navigation Doppler et télémètre à laser. Pendant plus de 30 ans, ce B-17 survolera le monde, effectuant des relevés pour le gouvernement français, mais aussi d'autres organisations et pays. Mais cet avion, en fait, vous l'avez tous déjà vu, parce qu'il a fait une petite carrière dans le cinéma, notamment dans un de mes films préférés. En 1966, Gérard Houry réalise La Grande Vadrouille avec André Bourvil et Louis de Funès, et pour sa scène d'ouverture, il utilise un véritable appareil de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je suis actuellement dans le véritable avion de Big Moustache. On peut le voir également dans d'autres films comme La Bande à César et aussi un peu plus tard dans le film Memphis Belle de David Putnam. L'IGN, en partenariat avec la GMF et l'amicale Jean-Baptiste Salis, forme au début des années 80 un consortium sous la bannière de Forteresse toujours volante afin de maintenir l'appareil en état de vol. En mai 1985, l'avion reçoit l'immatriculation FAZDX et est repeint avec de faux marquages de la 8e Air Force, la fameuse Mighty 8. Il est rebaptisé Lucky Lady, la demoiselle chanceuse, en référence à sa longévité exceptionnelle et au fait d'avoir échappé à la ferraille. C'est lors du tournage de Memphis Belle qu'il est repeint dans la couleur olive drap qu'il porte aujourd'hui, et pour son rôle, il aura 2 noms, Mother and Country et Pink Lady. Bon, le Mother and Country, c'est pas le meilleur rôle, c'est l'avion qui se fait couper en 2 par un Messerschmitt dans le film. Mais bon, faut toujours quelqu'un pour jouer le gars qui meurt.
Bref, après la fin de ce tournage en 1989, il reste en olive drabe, et après avoir reçu un nouveau coup de peinture en 98, parce que la peinture de cinéma ne tenait pas, il conservera le nom de Pink Lady et se verra ajouter sa pin-up assortie. De l'autre côté du nez, on peut toujours voir le nom Mother and Country en souvenir du tournage du film. Il retrouve aussi ses marquages d'origine de 1945. Mais il a aussi volé pour de grandes occasions. 2 exemples notables sont sa participation à des défilés officiels. Le premier aura lieu le 14 juillet 1984, où, à la demande du ministère des Armées, il remontera les Champs-Élysées, encadré par 2 autres vétérans de l'aéronautique navale, de C-47, ouvrant ainsi le défilé aérien juste derrière la patrouille de France. 45 secondes d'un moment historique qui ont nécessité pas moins de 1500 heures de travail pour qu'il soit en état de vol ce jour-là. Quand on aime, on compte pas. Sa seconde parade officielle sera à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, le 10 juillet 2005. Invité à survoler Buckingham Palace par la reine d'Angleterre, Pink Lady volera aux côtés de 19 avions de la Seconde Guerre mondiale, dont 4 autres B-17. Depuis 2012, le Pink Lady est toujours entretenu par Forteresse Toujours Volante. Il est classé monument historique et profite d'une retraite bien méritée dans le hall mémorial 3945 du musée Volant-Salis, après avoir participé à de nombreux meetings aériens à La Ferté ou ailleurs depuis les années 80. Merci encore au musée Volant-Salis de nous avoir accueillis pour ce tournage et merci à Jacques Dupré pour la relecture de ce script, ses conseils et anecdotes passionnantes. À l'aérodrome de La Ferté-Alais, c'est plus de 50 appareils qui sont exposés, des pionniers du début du XXe siècle aux avions militaires de la Seconde Guerre mondiale, dont ce fameux B-17 et bien d'autres légendes. Si son dernier vol date du 19 mars 2010, quand il est arrivé ici, sachez que cette forteresse volante a encore un projet, celui de voler à nouveau pour le centenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 2045. Il a été sorti et ses moteurs ont démarré en 2024. Une chose est sûre, c'est qu'ici, il est chouchouté comme jamais auparavant. Et on espère le voir prendre le ciel à nouveau dans les prochaines années. J'espère que cette présentation vous aura plu, et si vous en voulez encore, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire du P-51 Mustang et des femmes qui l'ont piloté pendant la guerre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas, prenez rendez-vous dès maintenant avec l'équipe Anglify et améliorez votre anglais avec une formation 100% personnalisée.